Alors, chers amis, nous allons continuer cette séance. Nous avons la joie d'accueillir Catherine Soljou. Alors, je vais la présenter, mais je pense que pratiquement tout le monde dans la salle la connaît mieux que moi je la connais. Donc, pas ça quand même. Vous allez... C'est le côté rigolo de cet exercice. Alors, Catherine est philosophe, on va dire des sciences, philosophe des sciences. Elle est chercheure au FNRS. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le FNRS, donc Fédération nationale de la recherche scientifique, ici en Belgique. Voilà. Professeure aussi donc, de philosophie à l'Université de Mons, cofondatrice de Ding Dong. Là aussi, vous connaissez cet institut de coproduction du savoir sur la maladie de Huntington. Voilà. Sur cette maladie et tout ce travail, ça m'a valu de faire quelque chose de très drôle avec un professeur de l'hôpital de la Salpêtrière, qui est d'offrir ton livre à celle qui était à l'origine de votre collectif. Voilà. Tu es membre du GECO aussi, groupe d'études constructivistes ici à l'ULB. Donc en fait, tu fais beaucoup de choses. Oui, c'est bien. Oui, c'est super. En 2015, tu as produit ce très très beau livre, L'épreuve du savoir, proposition pour une écologie du diagnostic, justement à propos de la maladie de Huntington et de son diagnostic et de ses effets. Et puis tu as été aussi éditrice tout récemment avec Nastasia Amara, le soin médical à l'épreuve du déni. Voilà. Alors ton intervention pour en finir avec la croyance ou soigner les invisibles, c'est une manière pour toi de nous présenter un nouvel axe de recherche. C'est pour ça que tu le fais aussi avec un peu de tremblement, si j'ai bien compris, puisque c'est... Voilà, Catherine démarre un nouveau travail, et donc elle va nous le soumettre, tout en croisant avec l'enquête sur les modes d'existence. Merci Catherine. Merci Frédéric, c'est tout à fait vrai. Et donc il faut m'excuser, hein, j'ai pas passé autant d'années avec Bruno. Et aussi, je me suis efforcée à vous présenter en effet un travail qui est tout à fait en cours et encore assez embryonnaire, tout en pensant avec l'enquête. Et on va totalement changer de scène. Et en même temps, on reste quand même lié à des modes qui sont plutôt des modes qui ont eu la tendance à être disqualifiés, pour le dire comme ça. Et on va voir si ça fonctionne. Et je vous ai mis, notamment aussi pour Hans Jörg, mais aussi pour d'autres, au moins les citations sur l'écran, parce que j'aurais pu tout à fait parler qu'avec lui, et alors on aurait fait cette séance en allemand. Mais ça aurait été peut-être un peu dommage, parce que personne d'autre n'aurait suivi l'affaire. Donc voilà. Et je lis parce que le français n'est pas ma langue. Je ne vais pas essayer d'improviser et de puis le lire, etc. Je n'y arriverai pas. La déclaration d'Alma-Ata de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, de 1978, parce qu'en plus il faut franciser mon belge, ça c'est très compliqué, donc 78, a introduit de manière célèbre le concept d'un droit à la santé de tout humain. Dans cette déclaration, ainsi que dans la charte d'Ottawa pour la promotion de la santé datant de 1986, l'année 2000 figurait comme le point dans le futur où, grâce à l'établissement de services de soins de santé primaire plus rigoureux et qualitatifs dans le monde entier, ce droit aurait dû devenir une réalité. Rétrospectivement, il n'est peut-être pas très surprenant qu'arrivé en 2000, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, les problèmes ciblés n'avaient pas été résolus. Les anciennes stratégies visant à améliorer les soins de santé, en particulier dans les pays du Sud, appelés à l'époque encore pays en développement, n'étaient clairement pas suffisantes et des efforts complémentaires devaient être donc envisagés. L'un de ces efforts, promu par l'Organisation mondiale de la santé dès le début des années 2000, concerne l'articulation harmonieuse entre médecine moderne et médecine traditionnelle dans les systèmes de soins de santé primaire. En effet, en 2002, la première stratégie de médecine traditionnelle de l'OMS, promouvant l'utilisation des médecines traditionnelles complémentaires et alternatives, fondées sur des connaissances probantes, a été officiellement publié. Cet appel,
qui a été nuancé au cours des 2 dernières décennies, repose fondamentalement sur deux considérations. D'une part, le manque d'accès aux infrastructures et technologies biomédicales dans de nombreuses régions du monde, et de l'autre, le nombre significatif de personnes dans presque tous les États membres de l'OMS qui recourent au TICAM, comme on dit en acronyme, donc médecine traditionnelle, complémentaire et alternative, et cela bien aussi malgré l'accessibilité de la médecine conventionnelle. Simultanément, avec l'acceptation généralisée de l'idéal de la médecine basée sur les faits ou basée sur les preuves, en anglais evidence-based, et de ses outils de production de la preuve, notamment les essais contrôlés randomisés, considérés comme son étalon d'or, depuis la fin des années 1990, un consensus a émergé selon lequel cette articulation harmonieuse devrait être atteinte par des processus d'intégration fondés sur les preuves des médecines traditionnelles dans les systèmes de soins et de santé. La position de l'OMS, qui souligne la nécessité d'intégrer les médecines traditionnelles complémentaires et alternatives et la médecine conventionnelle, ou moderne si vous voulez, pour garantir des soins optimaux aux patientes, et comme nous le verrons, malgré ces objectifs, je parle de ce principe-là en tout cas, bien intentionnés, marqués par des présuppositions épistémologiques et d'ailleurs aussi ontologiques qui nécessitent une problématisation attentive. En effet, l'utilisation continue et non interrogée des 2 termes, donc fondée sur les preuves et intégration, en ce qui concerne les médecines traditionnelles surtout, perpétue, me semble-t-il, premièrement une démarcation très claire entre les pratiques ou les savoir-faire scientifiques et ceux qui ne le sont pas au sens d'une rupture épistémologique. L'insistance sur les preuves entretient alors la longue histoire d'injustice épistémique systématique envers les pratiques thérapeutiques qui ne répondent pas au régime épistémologique moderne et à ses critères. Et deuxièmement, l'idée d'intégration qui veut en effet étymologiquement, et donc pourrait être très intéressant, dire renouveler, rendre intact, mais qui désigne également l'action ou le processus de combiner 2 ou plusieurs choses de manière efficace, est à son tour, dans ce contexte, rarement pris littéralement. L'injonction selon laquelle la médecine moderne et les médecines traditionnelles devraient être intégrées est en effet rarement comprise comme un appel à un apprentissage réciproque, qui pourrait très bien nécessiter des interrogations radicales sur les concepts modernes des mondes de la santé et de la maladie, et ainsi aussi sur les hypothèses modernes concernant la constitution de la réalité elle-même. Plutôt que de prendre le risque de devoir naviguer dans de telles interrogations potentiellement très déstabilisantes, la plupart des stratégies de projets internationaux, focalisant sur l'intégration fondée sur les preuves de la médecine conventionnelle et de la médecine traditionnelle, se concentrent au contraire sur les aspects ou éléments des pratiques de guérison traditionnelles qui peuvent être rendus compatibles et évalués selon les critères de la biomédecine, dans des laboratoires pharmacologiques et éventuellement dans des essais cliniques. Et ce, malgré le fait que ces approches modernes omettent nécessairement une infinité d'autres éléments qui sont pourtant constitutifs pour les pratiques respectives, et cela autant du point de vue de leurs praticiens que de leurs usagers. Un nombre important de projets concernant les médecines traditionnelles, financés dans les cadres de différents pays de la coopération au développement, se concentrent en conséquence typiquement sur l'identification, le contrôle de la qualité et la standardisation des plantes ou des combinaisons de plantes traditionnellement utilisées, en produisant ce que l'on appelle des remèdes traditionnels améliorés en collaboration avec des institutions académiques locales. Ce faisant, ces efforts sont, me semble-t-il, basés sur au moins 2 présuppositions assez problématiques. Premièrement, ils considèrent forcément que les seuls éléments au sein des pratiques de guérison traditionnelles ou de médecine traditionnelle qui peuvent être considérés comme valides sont ceux qui peuvent être extraits, purifiés, évalués biochimiquement et transformés en médicaments vendus alors sous forme de concoction ou de pilules
et ça évidemment dans des points de vente ou alors dans des pharmacies. Ces médicaments sont alors considérés comme universels, tout comme les patientes d'ailleurs, selon le modèle de la médecine moderne. On y reviendra. Mais en même temps, ces efforts adhèrent deuxièmement, et en conséquence, implicitement au moins, aux présupposés qui fondent la cosmologie moderne, l'existence d'une nature universelle que code ou à laquelle s'adapte une multitude de cultures hétérogènes, comme le formule Philippe Descola. En effet, considérer que l'activité d'articuler nature et culture serait un enjeu universel présuppose, continue-t-il, que la distinction claire entre ces deux sphères relève d'une constante anthropologique, indépendante d'un milieu donné. L'idée que toute société produirait des compromis entre les deux présuppose que la nature est la même partout et que seule la culture est historique et variable. Dans un tel régime où les gestes de faire bifurquer et localiser, comme disait Whitehead, ont été réifiés en catégories ontologiques générales, il est en effet logiquement impossible de se mettre à l'école des autres, de leur régime de félicité, impossible parce que ce concept de la nature a un caractère hégémonique qui lui est constitutif. Il croit, nous savons. Or, continue Descola, justement au sujet du statut des plantes, la délimitation même du domaine d'objet, la botanique comme savoir spécialisé sur les plantes, procède d'un découpage de la réalité phénoménale acceptée depuis longtemps en Occident, non d'un point de vue libéré ou tout préjugé, d'un point de vue libéré de tout préjugé culturel. En vue de la multiplicité de gestes et de rituels, d'êtres souvent invisibles, ancêtres, esprits, dieux, qui jouent des rôles cruciaux dans l'identification des causes des maladies et dans leur traitement, mais aussi en vue de la diversité importante de théories sur ce qu'est un corps, ce qu'est une maladie, et en conséquence sur les conditions de félicité thérapeutique ou de guérison que l'on trouve sous le chapeau lui-même problématique, mais je vais laisser ça de côté pour aujourd'hui, donc sous le chapeau de médecine traditionnelle, cette focalisation sur les molécules universalisables s'avère extrêmement problématique à plus d'un égard, car cette focalisation présuppose qu'il est possible de séparer ce qui a un effet véritable, à savoir prouvable, des éléments qui ne relèveraient de rien de plus que d'un effet de la croyance. Autrement dit, ou peut-être pour le dire avec un terme plus connu, d'un effet placebo. Nous verrons dans ce qui suit une série de dégâts collatéraux de ce qu'on peut, avec le vocabulaire de l'enquête, appeler une projection de nos propres défauts de fabrication moderne sur des pratiques des autres. En effet, si, comme le dit Latour, est moderne celui qui croit que les autres croient, nous allons voir que cette croyance en la croyance a un statut particulier quand il s'agit du domaine médical. Car si ce domaine devrait sans doute, avec un peu de recul, à savoir si on réussirait à remédier à ce léger défaut de fabrication chez les modernes, dont parle Latour dans le chapitre 6 de l'enquête, clairement être présenté comme cultivant centralement l'art de l'instauration des êtres, au statut ontologique ouvert et incertain, il n'en reste pas moins que ces représentants, donc les représentants de la médecine moderne, continuent majoritairement à insister qu'il s'agisse d'un domaine scientifique comme les autres. Cette insistance, on le verra, nécessite une amalgamation particulièrement ardue et destructrice entre REF et REP, ou maintenant, depuis déjà hier, j'hésite, peut-être même entre REF et MET, afin de se protéger contre les croyances irrationnelles d'un côté et contre le caractère peu fiable des corps vivants de l'autre. À travers quelques observations dans des contextes de pays africains, nous pouvons ensuite mettre en scène le caractère contaminateur de ces amalgames, et notamment de la croyance dans la croyance. Une contamination dont les modalités et les effets s'avèrent particulièrement délicates en post-colonie. Enfin, je voudrais, en m'appuyant toujours, bien évidemment, c'est pour ça qu'on est là, sur l'enquête, proposer quelques pistes pour commencer à imaginer une autre médecine basée sur les preuves
ou sur autre chose, et ça sera plutôt une question de fin de mon exposé. Rappelons quelques éléments clés de ce chapitre 6 qui caractérisent ce que cela veut dire être moderne à travers deux motifs amalgamés de manière improbable et contingente chez les modernes et dont l'amalgame fait des modernes un peuple qui, comme le considère Latour généreusement, a été victime d'un accident de constructivisme, comme il dit. Si chacun de ces motifs ou défauts de fabrication peut être léger, les conséquences de leur amalgame typiquement moderne ont été et continuent sans aucun doute être graves. Latour commence à partir du constat qui avait déjà été au centre d'ailleurs, donc comme le disait déjà Frédéric, en effet ce chapitre-ci aussi il revient à un autre ouvrage de Bruno Latour qui est le culte moderne des dieux factices et aussi en partie Iconoclash. Donc à partir du constat qu'il est pour les modernes inconcevable qu'une chose soit à la fois construite et vraie. Car ils croient malgré eux, pourrait-on dire, en la vérité nue, non médiée, non corrompue. Les faits sont là, que vous le vouliez ou non. Avec ce coup de poing sur la table, c'est vrai, on pourrait mettre fin à toute discussion sur l'agora, ref double clic. Mais de là à se priver de tous les moyens de fabriquer ces mêmes faits, il parle ici évidemment de l'habitude des modernes de camoufler les chaînes de référence dans les processus de production de savoir, c'est assez invraisemblable. Non, il y faut un autre motif, bien plus important que les intérêts de la connaissance, bien plus fort encore que les passions de la politique. Rien sans cela n'explique qu'on ait frappé les médiations d'un tel discrédit. Cet autre motif, dont, comme le dit Latour, la théorie de la science n'a été que la victime collatérale, a une autre origine, vise une autre cible, comme il dit. On peut, écrit-il, l'appeler Abraham, division mosaïque, c'est très bien avec le département ici au-dessus, Abraham, division mosaïque, anti-idolâtrie, anti-fétichisme, iconoclasme critique, peu importe. Pour couvrir toute cette affaire qui fait de nous les heureux élus d'une histoire mille fois sainte, j'ai proposé le terme iconoclash. S'il y a bien quelque chose qui définit ethnographiquement le fait d'être occidental, européen, moderne, s'il y a bien au moins une histoire qui nous est propre, c'est que nous sommes des descendants de ceux qui ont renversé les idoles. Et il continue. Est-ce que j'ai mis ça ou pas? Oui. Tout se passe en effet comme si, pour faire émerger la figure de ce Dieu non construit par la main droite, mais soutenu forcément par la main gauche, on s'était cru obligé d'accuser les idoles d'un crime supplémentaire qu'elles sont tout à fait incapables de commettre. Nous sommes là sur le fil du rasoir, mais il faut pouvoir désigner comme une erreur de catégorie ce qui pousse à frapper injustement les idoles. C'est la croyance dans la croyance des autres, qui définit assez précisément ce que l'on peut attendre des modernes quand ils se croient désabusés. Après, il faut bien dire que les autres, c'est beaucoup de monde, hein, parce que c'est aussi nous-mêmes, en gros, je pense, à beaucoup de moments. C'est cet antifétichisme allant de pair avec une confusion concernant les sources de leur propre religion, articulée avec la confusion sur les sources de leur science, qui fait que les modernes sont aveuglés à la fois sur eux-mêmes et sur les autres. Car l'illusion d'avoir, contrairement aux autres, un accès direct et non médié à une réalité matérielle stable, d'un côté, et à un Dieu non construit de l'autre, n'a pas que justifié une avalanche de violence coloniale sans limite. Elle a en même temps bien sectionné, cassé, amputé chez les modernes leur, comme dit Bruno Latour, sens de l'instauration. Comme on dit, le sens de la vue. Donc ils sont réellement amputés, dit-il. Ce sens de l'instauration, crucial pour comprendre ce qu'agir veut dire, les modernes s'en sont coupés à leur risque et péril. Ce sens consiste, nous dit Latour, à donner l'occasion de rencontrer des êtres susceptibles de vous inquiéter.
Des êtres au statut ontologique encore ouvert, capables néanmoins de vous faire faire quelque chose, de vous indisposer, d'insister, de vous obliger à bien parler d'eux, à l'occasion d'embranchements où se dressent des sphinx, et même des allées de sphinx. Des êtres articulables auxquels l'instauration puisse ajouter quelque chose d'essentiel à leur manifestation autonome. Des êtres, pour utiliser cette magnifique expression, qui est du répondant. Les modernes, au contraire, ont divisé le monde en deux régimes de réalité. Bon, on connaît tout ça, la bifurcation de la nature en qualité primaire et secondaire, mais aussi la séparation en matière brute d'un côté et imagination créatrice, comme le met Latour dans l'enquête de l'autre, etc. Une chose est pour eux soit matérielle, appartenant à la réalité extérieure, soit elle n'est que dans la tête, relevant d'une croyance subjective, de l'imagination ou encore du symbolique, etc. Ils souffrent en conséquence, dit-il, d'une véritable anémie ontologique. C'est donc une pathologie à laquelle on a affaire. Et je continue encore à citer Bruno Latour. Nous sommes maintenant en mesure de proposer une définition de la double source, du double langage des modernes. Il y faut la rencontre impromptue entre deux événements distincts qui, par un hasard malheureux, allaient tous deux priver le constructivisme de tous ses moyens, c'est-à-dire de ses médiations. Curieusement, l'un provient du croire, l'autre du savoir. Nous croyons que nous savons, et nous savons que les autres croient. Si nous prétendons hériter du projet rationnel, nous pouvons donc affirmer, nous aussi, qu'il s'agit bien d'en finir avec la croyance, mais en entendant par ce fier slogan que nous souhaitons nous défaire du concept même de croyance pour interpréter l'instauration des êtres. Cette instauration, avec ses médiations, traductions, manipulations, etc., qui, même si impossible en théorie moderne, a néanmoins, on le sait, en pratique, toujours continué. Sans quoi on aurait, insiste Latour, tout simplement arrêté d'exister. Mais ce secret, écrit-il encore à un autre endroit, qu'il s'agit de continuer à instaurer malgré tout en se faisant croire en faisant croire aux autres que nous n'en avons pas besoin, il semble que nous l'ayons gardé pour nous, quand il s'agissait de nous présenter aux autres. Nous exportions la drogue, écrit Latour, mais nous gardions pour nous le contrepoison. Une chercheuse qui s'appelle Maria Paula Menenes, mais dont j'ai beaucoup aimé les quelques articles que j'ai pu lire et qui m'aident à commencer à penser ce terrain autour des médecines traditionnelles, qui est encore très récent, comme je l'ai dit, a montré de manière parlante les effets de la drogue que représente la croyance dans la croyance des autres quand elle n'est pas accompagnée d'une contrepoison. Concrètement, elle élucide le lien étroit qui s'opère entre l'application de nos modes d'abstraction modernes, et notamment, si on veut parler dans les acronymes de l'enquête, cet amalgame REF-REP, mais dont on devra discuter par la suite, si ce n'est pas plutôt l'amalgame REF-MET, je l'ai déjà mentionné. Pas toujours, hein, mais dans le cas qui m'intéresse ici. Donc, elle élucide les effets disqualificateurs d'une logique d'extraction socio-économique des ressources locaux dans le domaine médical. À propos de ses recherches sur les pratiques médicales traditionnelles au Mozambique, elle décrit le processus de disqualification d'abord opéré par les colonisateurs portugais et puis repris après l'indépendance par le gouvernement, menant à ce qu'elle propose d'appeler une non-reconnaissance de la médecine traditionnelle par l'État. Les pratiques multiples ainsi subsommées et disqualifiées sous le terme de médecine traditionnelle seraient ainsi devenues ce qu'elle appelle un non-savoir, dont on considère qu'il est d'une certaine manière inclus dans le monde naturel, mais exclu du monde civilisé. Ce processus de disqualification, porté par la volonté d'une mise à mort de ces pratiques, allait, comme elle montre au Mozambique,
comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres colonies, de pair avec le projet quelque peu contradictoire de s'approprier les ressources biochimiques à l'œuvre dans ces mêmes pratiques. À cette fin, écrit-elle, les savoirs et les pratiques thérapeutiques sont fragmentés selon les systèmes de classification de la science moderne. Ce morcellement des savoirs a permis au système colonial de s'approprier les principes pharmacologiques des différents produits utilisés par les thérapeutes locaux. En effet, en considérant les pratiques locales comme faisant partie de la nature, donc de la nature comme quelque chose sur lequel on peut produire un savoir, mais qu'on peut aussi extraire, elles sont transformées en ressources qu'on peut faire bifurquer et dont on peut extraire et nous approprier des éléments à volonté, sans contrainte. Rappelons-nous que selon Latour, reprenant évidemment le vocabulaire de Whitehead à cet endroit, les modernes sont des grands bifurcateurs. Une telle posture, Ménénès le montre clairement, a persisté et persiste toujours, et cela à travers des changements politiques importants. Une série de citations d'anthropologues et de médecins du début jusqu'à la fin du XXe siècle lui permettent d'en montrer à la fois l'envergure et la continuité perturbante. Je n'en reprends que 3 dans l'ordre chronologique de leur publication. En 1910, l'anthropologue Cruz, en assimilant sorciers et guérisseurs, ce qui dans la tradition autochtone au Mozambique sont 2 praticiens complètement distincts en vérité, écrivait le suivant. « Le sorcier n'offre rien qui sorte de l'ordinaire. Il est noir comme les autres, il est seulement assez intelligent pour gagner leur respect, induisant en eux le respect mystifié pour ses procédures cliniques, ses capacités de divination et ses ressources pour résoudre diverses difficultés dans la vie. Mais en général, il n'est qu'un imposteur. Le ton ne change que faiblement après l'indépendance en 1975. Dans un texte anthropologique de 1979, on lit « Il y a des guérisseurs qui font des guérisons en utilisant certains médicaments obtenus à partir de racines, de plantes, etc. Mais la guérison spirituelle est, de tous les points de vue, négative et obscurantiste par excellence. » Et encore, en 1981, le médecin Serviço de Nutrição, écrit « La médecine traditionnelle est un ensemble de connaissances empiriques non organisées dont le contenu est déformé par le processus de transmission orale et souvent entouré de pratiques obscurantistes comme les rites, etc. Le Bureau pour l'étude de la médecine traditionnelle, souligné, mis en place par le gouvernement, a pour fonction de nettoyer les connaissances existantes de toute idée obscurantiste dont elles sont habituellement imprégnées et de promouvoir ainsi ces valeurs en tant que savoir scientifique au profit de l'ensemble de la population. » Fin de la citation. On l'entend, je pense clairement, le projet est soutenu par le gouvernement local et c'est encore avant la mise en place des stratégies pour l'intégration des médecines traditionnelles de l'OMS, mais ça les prépare déjà, je dirais, est un projet de nettoyage, de purification et d'extraction. Seuls des agents présents dans ces pratiques dont une science et une épistémologie moderne peuvent rendre compte, donc qui peuvent être traités par REF, en fait. En d'autres termes, actionné par le front de la modernisation et l'idéal du développement vers le progrès, on fait bifurquer les pratiques comme s'il s'agissait de la nature, en séparant les éléments dits obscurs qui ne relèveraient que de la croyance, de ceux qui ne le sont pas, comme si on séparait le bon grain du livret. La seule manière de les valoriser, de porter une certaine estime à leur égard, semble consister dans la possibilité de montrer qu'ils contiennent des éléments que l'on peut localiser, qu'on peut assimiler à une preuve du type scientifique, considérée comme objectif et neutre, correspondant à la réalité telle qu'elle est. C'est en effet exactement ce que nous avons dans un projet de recherche qui vient tout juste commencer, en collaboration avec des pharmacologues et anthropologues à Madagascar,
et financé dans le cadre belge de la coopération au développement, suivant les guidelines de l'OMS, put remarquer lorsqu'on s'est mis à discuter avec différents acteurs qui tournent autour de la médecine traditionnelle malgache. Et c'est là en 2024, pardon. Mais un autre effet de la contamination par la croyance, y est devenu manifeste. En effet, le discours de l'OMS sur la nécessité d'intégrer les médecines traditionnelles de manière basée sur les preuves et les politiques locales qui tentent à implémenter ces guidelines semble en effet produire une autre forme de violence épistémique additionnelle et locale. En effet, la dénomination tradipraticien, par exemple, et l'institutionnalisation des associations de ce type de praticiens est une invention relativement récente créée par l'Organisation de l'Unité africaine dans le but de promouvoir une médecine intégrative. En d'autres termes, l'existence de ces praticiens et leur organisation doit être vue comme un effet ou un artefact, si on veut, des façons respectives dont les pays du Sud tentent de mettre en œuvre les recommandations de l'OMS concernant l'intégration et avec elle la standardisation et la régulation de la médecine traditionnelle. En conséquence, la notion de tradipraticien désigne ce qui pourrait être qualifié d'une catégorie hybride, une troisième classe de professionnels, d'une certaine manière, placée entre les guérisseurs traditionnels et le personnel biomédical, entraînant une forme de néo-traditionnalisme médical, si on veut l'appeler comme ça. Il s'avère qu'afin d'obtenir la reconnaissance par l'OMS, mais aussi par les ministères de santé locaux, ce néo-traditionnalisme tend à mettre excessivement en avant les éléments matériels des anciennes pratiques de guérison locale, telles que les concoctions à base de plantes et leur version pharmaceutiquement améliorée et standardisée. Et je vais devoir sauter, je pense, des parties parce que je reçois l'instruction de ne pas avoir assez de temps. On voit qu'on a dans ces endroits donc, au moins deux catégories hybrides de ce genre, les tradipraticiens qui ont été mis sur place dans les associations, mais aussi ces remèdes traditionnellement améliorés, qui en fait sont aussi des drôles d'hybrides qui n'appartiennent à aucune des deux médecines, si on veut. Ce qui n'est pas forcément problématique en soi, mais ce qui est problématique, je pense, si toutes les autres pratiques sont systématiquement disqualifiées en tant que relevant de rien d'autre que d'une croyance dans la croyance. Mais comment sortir de ce cercle vicieux et ce qui mène aussi ces tradipraticiens à disqualifier à leur tour d'autres praticiens sur place qui pratiquent d'autres formes de thérapie. Et donc, il y a une espèce de contamination, en effet domino, de cette croyance dans la croyance. Parce qu'ils disent maintenant eux-mêmes que mais ces gens qui font encore de la sorcellerie, eux, ils ne font que croire. Mais nous, on sait. Donc, c'est ça qui m'a vraiment frappée. Je pense que comment sortir de ce cercle vicieux de la disqualification en domino opéré par la contamination avec cette drogue qui est la croyance dans la croyance. Une première étape pour s'outiller pour une telle décontamination en ce qui concerne le domaine thérapeutique consiste sans aucun doute à mieux comprendre le rôle que joue la croyance dans la médecine moderne elle-même, car cette dernière entretient indiscutablement une relation particulièrement chargée avec cette affaire de croyance. En effet, la tâche en finir avec la croyance devient un véritable défi quand il s'agit des modes de production des faits de la biomédecine actuelle et plus particulièrement par rapport aux procédures qui permettent de faire reconnaître un nouveau agent thérapeutique. Et je vais aller plus vite sur cette histoire, vous la connaissez et sinon vous allez lire Philippe Pignard dans des livres qu'il a déjà écrits dans les années 90, mais alors vous allez tout comprendre. Donc en effet, la croyance est excessivement présente dans les essais cliniques eux-mêmes, dans le sens où elle doit à tout prix être exclue. C'est-à-dire que si on met deux groupes et on met un groupe placebo et un groupe non placebo, en gros, je vais le dire de manière un peu brute, mais
la tâche sera d'éliminer ou de soustraire tous ceux qui ne relèveraient que de la croyance. Maintenant, il faut que je retrouve ce que je ne vais pas sauter, parce que je ne peux pas quand même tout sauter. Et en effet, dans le système de la médecine basé sur l'épreuve, donc qui prétend aussi être celle qui doit nous permettre d'intégrer ces médecines traditionnelles, la preuve, elle se produit dans des essais cliniques en double aveugle et randomisés d'un côté, mais elle se produit surtout aussi via la méta-analyse de beaucoup de ces essais qui extrait toujours plus des données d'une certaine manière statistiques pour pouvoir les utiliser comme aide à la décision dans des situations cliniques. Et ce qui me semble crucial est que ces instruments de production de la preuve ont en vérité été inventés pour faire de la médecine avec le fait qu'il y a de l'incertitude, pour permettre à faire de la médecine ou de la thérapie malgré le fait qu'il y a de l'incertitude. Et il y a une tendance, par contre, je pense, dans le discours de l'OMS, mais aussi de beaucoup de médecins, de réifier le fait qu'on a mis en place tout ce tralala des essais cliniques pour nous permettre à agir malgré l'incertitude, et en fait comme si le monde de la santé et de la maladie pourrait être résumé dans ce qui sont les résultats de ces expérimentations ou de ces essais cliniques. Ce qui est en effet un gros problème, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de réification de la méthode qui s'opère. Je vais terminer à perdre plus de temps en essayant de la gagner. Je le sens bien. Philippe Pignard rajoute, déjà dans un livre qu'il a écrit en 1915, un niveau de... Ah, formidable. 1915, oui, non, 95. Ah, Pignard, Philippe. Rajoute un niveau de réflexion... Ouais, c'est super jeune. C'est compliqué ces chiffres, hein, je vous assure. Philippe Pignard rajoute un niveau de réflexion complémentaire à ce que je viens de dire. Donc, qu'est-ce qu'un médicament? Un objet étranger entre science, marché et société. Il insiste sur le caractère profondément social de tout médicament. Pignard montre en effet que la biomédecine a établi des relations très particulières entre les patientes et leurs symptômes, entre les patients et les médecins, entre les médecins et la recherche pharmaceutique. Les patients sont décontextualisés afin de pouvoir les rassembler en cohorte selon leurs symptômes. Une fois qu'un patient a été détaché de ses symptômes, un médicament lui est alors associé. Cependant, cet attachement entre le patient et le médicament suppose que la personne malade a été transformée en un cas, c'est-à-dire en une entité comparable à ceux qui ont participé à un essai clinique concernant le diagnostic qu'elle a reçu. Ou comme le dit Philippe, ici présent, comment utiliser des thérapeutiques universalisées par leur mode de construction et de socialisation. Les patients auxquels ces thérapeutiques sont destinées doivent être également universalisés et abstraits, au sens où l'on pourra traiter de leur maladie indifféremment. Il est obligatoire de détacher les symptômes et les malades pour les constituer le mieux possible, comme dans le laboratoire d'études contre placebo, en sujets abstraits et universels. Une fois la prescription pour un diagnostic particulier donnée et que le patient prend son médicament de manière conforme, nous pouvons considérer que ces symptômes, dans leur version universalisée, abstraite et statistique, sont par ce médicament réattachés à lui. Ce que Pignard vise n'est pas du tout une disqualification fondamentale de la médecine conventionnelle, moi non plus d'ailleurs. Au contraire, il essaie de sensibiliser au fait que son efficacité dépend crucialement des manières dont elle construit ses objets. Et dans la plupart des cas, elle les construit bien, ou elle
elle les instaure, si on préfère ce nouveau vocabulaire que Bruno préfère dans l'enquête. En d'autres termes, il insiste sur le fait que l'efficacité des médicaments ne peut être comprise à moins que nous prenions en compte les modalités complexes de leur construction et socialisation respectives. Ces modalités, le fait que les médicaments soient construits, ne rend, selon Pignard, en aucun cas inutile, les rend évidemment pas inutiles, mais cette construction ou instauration est au contraire constitutive de leur efficacité. Et cela devient assez rigolo quand il parle de la question qui est très souvent posée, par exemple, par rapport à l'homéopathie, donc l'ennemi numéro un des rationalistes bien motivés. Parce qu'il montre que, mais dans un cas comme l'homéopathie, où on pose toujours la question est-ce qu'il y a quelque chose dans ces granules ou pas, ce que vous lisez tous les 3 jours dans un journal, c'est peut-être pas certainement pas la bonne question à poser. Est-ce qu'il y a quelque chose à ces granules? Là aussi, il faudrait de la même manière et avec le même sérieux que ce qu'il a fait Philippe Pignard pour la construction des médicaments conventionnels, mais il faudrait suivre de la même manière les processus de construction de ces médicaments-là. Et alors, la question est-ce que ça marche ou pas, comme il le met, elle devient un tout petit peu absurde, cette question, parce que, comme il écrivait déjà à l'époque, ça marche obligatoirement, puisque ça crée des acteurs en adéquation avec l'objet constructeur. Si on prend ce constat sobre sérieusement, le critère pour l'évaluation d'une pratique thérapeutique devrait en effet être de savoir comment et si elle parvient à bien créer ces acteurs en relation avec ces objets, et non selon un critère universel qui vise précisément à soustraire les puissances de relation. Si nous devons donc considérer qu'il existe divers plans d'action tout aussi pertinents, et cela malgré ou même grâce à leur fonctionnement, leurs clés d'interprétation et leur régime de félicité extrêmement différents, pour de bonnes instaurations thérapeutiques, alors aucun d'eux ne peut prétendre légitimement à établir la norme d'évaluation appropriée pour toutes les autres ou revendiquer une quelconque autorité pour juger de leur légitimité. En guise de conclusion, c'est juste quelques phrases, quelques questions s'imposent. Que serait une médecine qui en finirait avec la croyance dans la croyance des autres, au profit d'une pluralisation des modes d'existence qu'elle pourra alors accueillir? Une médecine à la hauteur de son véritable enjeu, créer des occasions pour l'instauration des êtres à la mesure où il s'avère efficace dans les processus qui diminuent les souffrances, médicales certes, mais coloniales et de violence épistémique également. Ou encore, dit avec Latour, les modernes croient en la croyance pour comprendre les autres. Les adeptes ne croient en la croyance ni pour comprendre les autres, ni pour se comprendre eux-mêmes. Pouvons-nous récupérer, pour notre usage, leur manière de penser? Point d'interrogation. Je vous remercie. Et je suis désolée pour le dépassement. Alors, on prend un quart d'heure de... Ça va? Un quart d'heure d'échange avec Catherine. Philippe. Ah oui. Exactement ça aujourd'hui, l'efficacité. Mais je ferai 3 petits points sur lesquels il faut vraiment faire attention. Si on parle beaucoup d'effet placebo, on est passé de placebo à effet placebo à un glissement. L'industrie, quand les réformateurs thérapeutiques aux États-Unis ont décidé qu'il fallait contrôler l'industrie pharmaceutique parce qu'elle mettait n'importe quoi sur le marché, il n'y avait aucun contrôle, c'est imposé par les réformateurs thérapeutiques l'idée qu'il fallait faire des essais contrôlés, randomisés. D'où les essais contre placebo. Ça, il faut continuer à défendre ça, c'est très important, parce que sinon l'industrie pharmaceutique
Et alors, il y a eu un compromis malheureux qui a été passé, c'est-à-dire que les laboratoires n'en voulaient pas de ça, et le compromis passé avec l'État, c'est que ce n'était pas l'État qui les ferait, mais qui laisserait l'industrie les faire. Ce qui permettait évidemment beaucoup de manipulation. On a vu toute cette histoire de manipulation, jusqu'à des médicaments assez récents, antidouleurs, il y a eu des manipulations. Donc, mais c'est le compromis qui a été passé entre la puissante industrie pharmaceutique et l'État à l'époque. Il faut continuer à se battre pour que ce soit l'État qui ait les moyens de faire un prélèvement d'argent sur l'industrie pharmaceutique et les moyens de financer des essais thérapeutiques et que les essais thérapeutiques ne soient pas faits par les labos eux-mêmes, parce que commercialisent une molécule. Maintenant, on est passé de placebo à effet placebo. Mais les gens qui sont dans le groupe contrôle, qui prend un placebo, alors on dit, s'il y a un taux de guérison ou d'amélioration, c'est un effet placebo, pas du tout. Ça ne provoque pas du tout qu'il y ait ça provoque qu'il y ait des guérisons spontanées, il y a des gens qui s'améliorent sans prendre des médicaments, selon si ce n'est pas dans quelle thérapeutique vous êtes, mais dans quasiment toutes les pathologies, il y a des améliorations spontanées. Et l'invention du mot effet placebo, c'est une invention des épistémologues. Alors, on va retrouver les vieux ennemis pour une. L'industrie pharmaceutique, elle ne parle jamais d'effet placebo. Parce qu'elle sait que c'est des guérisons spontanées, etc. Il y aurait peut-être autant de guérisons, etc. Donc le mot effet placebo, c'est une justification épistémologique. Pour une deuxième raison, et c'est le deuxième point sur lequel j'ai fait attention, c'est que le fait que on dit toujours les études contre le placebo, c'est scientifique. En fait, non, c'est la preuve qu'on n'est pas capable de faire de la science. Parce que si on avait une vraie biologie scientifique, aboutie, etc., on n'aurait pas besoin de se livrer à un exercice aussi simple et enfantin que celui de faire deux groupes, un qui en prend, un qui n'en prend pas. Même si on faisait revenir Galien par son contrôle, il n'y a pas besoin de lui expliquer longtemps ce qu'on fait pour qu'il comprenne. Alors que si on essayait de lui expliquer l'ADN ou des choses de ce genre, produire la biologie, il y a beaucoup plus de dates, et c'est beaucoup plus long. Mais un essai thérapeutique, c'est pas de la science, Galien comprendrait tout de suite ce qu'on fait. On lui explique très très rapidement. Donc, salut Galien. Et là, j'ai cette distinction entre, je conclue là-dessus, entre grande biologie, entre biologie normale et ce que fait et petite biologie. Oui. Bon, c'est important. Troisième point, je vais insister, c'est la rencontre entre Latour et Tommy Nathan. C'est une question importante. On peut en parler, il y a Olivier qui est là, qui connaît mieux que moi, mais Latour a passé un an au centre d'Evreux avec Tommy Nathan en ethnopsychiatrie, et il a fait un petit livre après. Le culte moderne des dieux fétiches. Voilà. Et il dit, voilà, je vais vous raconter ce qui se passe pendant un an. Et dans le livre, il ne dit pas un mot sur ce qui se passe. Si, 3-4 mots quand même. Oh, 3-4 mots, mais quasiment rien. C'est bien que Tommy Nathan a été horriblement fâché, et ils se sont fâchés, ils ont cessé de se parler à ce moment-là. Puis ils se sont réconciliés dans mon dos, je ne sais pas trop quand, plus tardivement, et du coup, dans l'enquête sur les modes d'existence, Tommy Nathan occupe une vraie place sur le chapitre, sur les métamorphoses. Là, il y a une vraie place pour Tommy Nathan dans ce chapitre-là, qui est quasiment structuré. Les maîtres sont quasiment structurés autour de la pensée de Tommy Nathan. Et là, le dernier point que je voulais te dire, c'est que, effectivement, tu l'as un petit peu évoqué, mais ça, Olivier en parlerait mieux que moi, mais effectivement, les plantes, dans la médecine traditionnelle, c'est très secondaire finalement. C'est très souvent. C'est très secondaire. Ah oui, oui. La plupart des médecins traditionnels, ce qu'on appelle les médecins traditionnels, ils ne soignent pas avec des plantes. Ils soignent avec des phrases du Coran écrites, diluées dans de l'eau. Moi, j'ai vu ça dans le centre d'Evreux. Hein. Ils soignent avec plein d'autres choses, mais Tommy Nathan qui soignait au centre d'Evreux avec plein de méthodes issues des guérisseurs, il n'utilisait pas, il n'allait pas cueillir des plantes dans le parc naturel Paris 8. Hein. Il soignait pourtant les gens. Donc, disons que alors, il y a un concept qui a introduit, qui peut être très utile, Anna Tsing, dans son dernier livre qui vient de paraître, qui s'appelle Notre nouvelle nature. Par rapport à ce problème que tu poses d'intégration ou pas d'intégration, elle propose une notion que j'ai trouvée très intéressante, d'empiler les épistémologies. Elle dit qu'il faut empiler les épistémologies, et ce qu'elle fait dans le dernier chapitre du livre, c'est qu'elle dit qu'on va regarder du point de vue d'une autre épistémologie qui n'est pas la nôtre, ce que les autres font. Et elle prend le point de vue des aborigènes, pour regarder ce que font, ce que c'est que nous, notre conception sur l'anthropocène. Ouais. Donc, empilement, pour pas intégration, mais empilement, et ouais, c'est joli ça. d'un seul coup, partir d'un point de vue, tiens, qu'est-ce qu'un guérisseur traditionnel dirait de la manière dont on soigne les cancers avec des rayons, quoi.
Comment il parlerait de ça? Écoute, merci. Il y a beaucoup de commentaires, mais il y a pas, il y a, tout n'est, tous non, je suis tout à fait d'accord. Hein, je ne suis pas du tout contre les études contre placebo. Pas du tout. Et pourtant, c'est très dérangeant dans ces contextes-là, si c'est argumenté de cette manière-là, parce que ça permet en effet pas grand-chose. Et sur les groupes contrôle, etc., j'ai rien à rajouter. Tu connais ça beaucoup mieux que moi en plus. Sur la question, en effet, et ça j'ai sauté, je pense quand même que ce qui est quand même très intéressant est qu'il y a tellement de prudence mis en place et de dispositifs pour se protéger d'une certaine manière contre la croyance ou alors contre la peur d'être dupe, etc., que d'une certaine manière, on pourrait très bien voir ça comme la preuve du fait que mais cette pratique moderne-là, elle sait très bien que ça a une puissance très réelle. Parce que sinon, pourquoi tout cet effort, tout cet appareillage pour l'éliminer d'une certaine manière, ou pouvoir la soustraire des résultats, etc. Et puis, c'est vrai que c'est comique parce que je ne suis jamais arrivée, ça vous l'avez bien remarqué, à la deuxième partie de mon titre qui aurait été plus sur le chapitre maître, parce que je me suis pris comme dans une boucle dans le chapitre qui termine la première partie de l'enquête et qui est le chapitre sur ce défaut de construction, comme il dit, et qui donc tourne autour de cette question de la croyance dans la croyance. Et en même temps, il est vrai que dans Maître, il y a beaucoup plus de Tominatan maintenant que dans le culte moderne des dieux fétiches, mais pas tant que ça non plus. Je m'attendais à ce que ça soit plus. Mais il y a quand même d'abord les psychologues, etc., et les infrastructures psychologiques qui créent des intériorités, etc. Et juste, je pense que ça, je suis peut-être pas... C'est pas que je suis pas d'accord, je pense qu'on pense juste pas au même type de pratique. Oui, je pense qu'un guérisseur islamique, peut-être les plantes sont peut-être très, ou musulmans, je ne sais pas comment il faut dire, politiquement correct, sont peut-être très secondaires, et notamment dans le type de pratique qui relèverait chez les modernes plutôt des questions psy, c'est très secondaire. Après, tu as quand même des médecines traditionnelles. Bon, celles qui sont les plus connues sont en Chine et l'Ayurveda en Inde, mais tu as ça aussi à Madagascar. Tu as quand même des vrais praticiens qui soignent réellement et qui ont une vraie connaissance de la flore de leur terrain et qui utilisent des choses qu'on peut d'ailleurs aussi très bien prouver dans un laboratoire pharmacologique avec le type d'effet qu'ils ont. Donc, je pense qu'il y a les deux. Bref, mais on va pas. On a pris beaucoup de temps là. Allez-y, oui. Oui, d'abord, ça fait 30 ans que je fréquente des rites de possession au Maroc et aujourd'hui en Belgique, parce que les rites de possession sont venus en Belgique. Il y a des trans, des éco-possession. Attendez, Éco-possession. Pardon, j'ai pas compris le. Des possessions Des possessions, c'est ça? Les rituels de possession. des rites de possession. Ah, des rites de des façons de soigner. Oui, ok. Qui n'utilisent pas de plantes, mais qui agissent et qui mettent très, très clairement en évidence qu'il n'y a pas de croyance en la croyance sur place, parce que c'est évident, c'est des rituels de présentification. Et ce qui m'a fait penser, j'ai l'habitude de dire que ces rites sont pris en tenaille entre le modernisme dont parle Donato, le modernisme occidental, disons, et la modernité islamique qui a été instaurée par le wahhabisme saoudien. En vérité, avec ce que vous avez dit, je pense qu'il y a quelque chose qui relie les deux, c'est la destruction des idoles. C'est deux civilisations issues d'Abraham qui a cassé les statues de son père. Voilà. Et qu'on retrouve ces deux critiques des deux côtés. Quoi, mais oui, je crois que ce qui pourrait peut-être rassembler une réflexion sur les deux, c'est la notion de dispositif, c'est-à-dire d'acte. Ces rituels sont clairement efficaces. Il y a des formes de preuves. Quand on est épuisé en une soirée, qu'on passe 4 heures dans une frénésie pas possible et qu'on
conçoit en super forme, ben, il y a quelque chose qu'on ne peut pas. Mhm. Voilà, il y a une forme de preuve là-dedans, où quand les gens marchent en hiver, sans il y a toutes sortes de choses. Et voilà, ce que je veux dire, c'est. Il y a. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose. Une remarque que j'ai toujours pensée par rapport au de la tour, c'est nous n'avons jamais été modernes, mais nous n'avons jamais été complètement modernes. En réalité, j'ai l'impression qu'on a des couches, que nos couches de fabrication à la base sont modernes. Elles sont faites par le langage, par l'apprentissage des relations, etc. qui ne sont pas. Oui, mais ça, je pense qu'il est tout à fait d'accord. Hein. Après, je pense qu'il faut, quand on dit nous n'avons jamais été modernes, il faut toujours sous-entendre en pratique. En théorie, on a quand même été fortement moderne, malheureusement. Il n'y a pas une autre question là En termes de terrestre, de terrestre poreux versus le sujet étanche. Et je crois que la modernisation, étanchéifie, ça veut dire coupe, ça fait des espèces de sous-marins comme ça, alors que les poreux sont en échange permanent avec les sensations, les autres, les invisibles aussi. Et donc en gros, je crois que ce sont des cultures résolument non modernes qui ont vraiment leur efficacité, et je pense qu'on peut apprendre de ces cultures quelque chose pour faire face, pour qu'une autre fin du monde soit possible, comme disait John. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Alice? C'était une question plus sur ton enquête, en fait. Comment tu te rapportes ça m'intéressait énormément l'idée de contamination de cette croyance en la croyance, et je me demandais, est-ce que tu l'étudies, le rapport au terrain, en fait, Quel est ton terrain? Voilà, écoute, là, ma réponse va être horrible. Hein. Là, tout le monde va avoir des... Non, parce que je pourrais pas le faire, en fait. Pas moi-même. Moi, je peux pas disparaître à Madagascar là, pendant plusieurs mois, pour des raisons, de travail, enfants, tout ça et tout ça. Mais par contre, on a un nouveau projet de recherche et il y a des doctorants, deux doctorants qui vont faire cette recherche. Et je ne parlerai pas à leur place. Une fois qu'ils l'auront fait, ils vont en parler très gentiment eux-mêmes. Il y en a un des deux qui a déjà fait un master et qui est revenu quand même avec toute une série d'observations, mais que je n'ai pas du tout intégré dans mon... Ça, je ne ferai pas. C'est bizarre, il ne l'a pas encore écrit, etc. Mais oui, je pense que c'est quelque chose sur lequel, pour vraiment décrire ça de manière très nuancée, moi, moi j'ai été au Madagascar et cette idée, ou cette impression qu'il y avait cette contamination, elle m'est venue très concrètement quand on était avec le président de l'association des tradipraticiens de Madagascar, à Tananarive, et que lui... mais c'est très compliqué et du coup il faut faire du terrain. Donc lui, il disait toutes ces choses-là qui m'ont amené à ça, c'est-à-dire que non, ces gens qui font encore de la sorcellerie, c'est que de la croyance, j'y crois pas. Nous, on fait qu'avec les plantes et avec les trucs qui sont bien standardisés, comme on peut maintenant acheter en pharmacie. Après, il faut aller, par exemple, dans le lieu principal qui produit ces remèdes améliorés, et on va voir que dans leur petit musée, le fondateur de cette entreprise, on le voit sur une des photos qui sont dans ce musée, très fièrement serrer la main de Charles de Gaulle. Et on se dit, bon, c'est quand même un peu suspect, toute cette histoire-là. Donc, en parlant avec ce président tradipraticien, mais on avait l'impression que oui, d'un côté, il y a cet effet domino de la croyance dans la croyance. Après, je pense qu'il y a aussi autre chose. Et ça, c'est plus à déceler, et je n'ai pas du tout pu le faire parce que je n'y étais pas pendant assez longtemps. Il y a aussi plein de discours officiels et des discours officieux. Hein. Donc tu ne sais pas si celui qui dit qu'il ne fait plus qu'avec les plantes ne fait pas quand même tout à fait autre chose l'après-midi. Hein. Ça va. Oui, vas-y, David. Ça renvoie à cette petite phrase qui pour moi est compliquée, celle que tu as lue sur on n'a pas donné les contrepoisons. Les gens s'en sont dotés aussi, c'est le contrepoison à certains moments.
Et donc là, il y a peut-être à amplifier un peu ce qu'il veut dire par là dans l'enquête, si on revient sur l'enquête, etc. Ouais, oui, et surtout, je ne suis pas si sûre que ça, que nous avons les contrepoids. Moi, c'est plutôt ça qui me dérange. On ne leur l'a pas donné, mais je ne suis pas sûre qu'on les a, parce que c'est ça quand même un des enjeux, me semble-t-il, c'est de les concocter, disons-le comme ça, ces contrepoisons. Oui, Antoine. Il y a une comparaison que je trouvais passionnante parce qu'elle est chez nous, c'est avec les ostéopathes. Tu as toujours toute la série, depuis les plus officiels, les combats entre eux pour les moi c'est vrai et c'est faux, et puis toutes les pratiques. Jérémy Lagnon a travaillé là-dessus et il l'a fait lui-même. Et sa phrase terminale, c'est pas est-ce que c'est vrai, c'est faux, est-ce que ça marche pas. C'est faisons-le, même si nous ne savons pas ce que ça fait. Et comme là, ça va du massage, des trucs très petits, il y a la famille là ou pas là, un truc très matériel sur les os, il y a des trucs beaucoup plus. Oui, en effet. Et alors, même si on ne sait pas quelque chose peut agir, c'est déjà neutraliser un peu cette espèce de division binaire quand même, qui fait Madagascar ou nous, et ça, puis Madagascar, mais disons que c'est déjà vraiment bien la France. Oui, c'était ça mon mini, mais j'ai tout raccourci, mais c'était ça, l'homéopathie, c'était un peu cette idée-là, mais c'est peut-être mieux, l'ostéopathie, c'est un peu plus... surtout, c'est un peu moins... c'est un peu moins la caricature du truc contre lequel tout le monde s'énerve tout le temps. Et puis en Belgique, c'est intéressant parce qu'il y a des universités qui proposent une formation à l'université. Il y en a d'autres qui sont totalement contre. Donc des universités où c'est... je ne vais pas rentrer dans les détails lesquels et tout ça. Tu peux regarder ça sur leur plan de cursus. Mais ici, on peut faire les études d'ostéopathie, là, en France. Non, à Erasme, mais bon. On peut, à l'ULB. Et d'homéopathie aussi. Non. Non. Mais chez les catholiques, c'est pas possible. Et ça, je trouve ça assez... C'est quand même... Dans les universités catholiques, en Belgique, c'est pas possible. Et c'est quand même intéressant quand on est dans cette idée que... notamment à partir de l'enquête, qui définit quand même cet amalgame entre la croyance en la croyance et d'avoir perdu les sources. Donc, aussi d'avoir perdu les sources à la fois de la science, mais aussi de la religion. Le fait que aussi tous ceux, donc dans les universités belges, catholiques, on ne peut pas faire des études d'ostéopathie. Et comiquement, en tous les cas, jusqu'à ce qu'on montre le contraire, à Madagascar, en tous les cas, tous ceux qui sont dans les associations de tradipraticiens et donc qui au moins officiellement disent que ceux qui font de la sorcellerie et tout ça, c'est que de la croyance, sont tous chrétiens. Donc, il y a un enjeu total. Donc il y a un enjeu aussi sur des questions d'appartenance religieuse dans ces histoires. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Bon. Je pense qu'on fait la pause. On va se reposer. Et on se retrouve... Merci beaucoup.